Alors, le transport aérien international, comme on l'avait dit sur le maritime, je pense qu'on avait dit que le transport maritime, c'est l'instrument de la mondialisation. Que le transport maritime a rendu possible ce qu'on appelle l'internationalisation des échanges, la transnationalisation des échanges et la globalisation des échanges. Mais par contre, le transport aérien, du moins, ce qu'il faut dire, la mondialisation de l'espace aérien repose sur le transport de fret, mais aussi sur le transport de passagers, bien sûr. Le transport aérien est intéressant en ce qu'il permet d'utiliser des avions de ligne pour les passagers, des avions mixtes où les passagers sont logés sur le pont, les marchandises rangées dans la soute, et des avions cargo destinés exclusivement au transport de la marchandise. Alors, le transport aérien, sa force repose sur sa rapidité. Sa force repose aussi sur les coûts d'emballage réduits. Mais de l'autre côté aussi, il faudra déceler des inconvénients. L'inconvénient majeur du transport aérien repose sur sa capacité de charge très limitée. Nous allons parler après des avions. Vous verrez que le plus gros avion civil de l'histoire, qui est l'Airbus A380, sa version cargo ne peut transporter que 150 tonnes de marchandises. Et là, je ne parle pas des avions destinés au transport militaire. Entre autres, l'Antonov AN-225, le UH Hercule, dont on parlera plus tard. Alors, pour les chiffres, les derniers chiffres nous ont été fournis par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en 2018, pour dire que 53 millions de tonnes ont emprunté les airs, représentant environ 59 milliards de dollars et assurant ainsi 5% du commerce international, bien sûr. Alors, de l'autre côté, quand même, nous avons la législation, entre autres l'aspect juridique. Il faut savoir que le transport aérien international est réglementé par les dispositions de la Convention de Varsovie. Cette convention, pour son nom complet, Convention pour l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international. Signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et entrée en application le 13 février 1933. C'est une convention particulière. Pourquoi? Parce que c'est la seule convention qui s'applique sur les 5 continents. C'est la seule convention qui a réuni 195 pays sur 205. Mais aussi, c'est la seule convention en matière de transport où on admet les transports gratuits, à la seule condition que la compagnie aérienne soit membre de l'IATA. On reviendra sur l'IATA après. La convention de Varsovie a été plusieurs fois modifiée, entre autres par le protocole de la Haye, 28 septembre 1955, par la convention de Guadalajara, 18 septembre 1961, par le protocole de Guatemala City, 8 mars 1971, par les protocoles numéro 1, 2 et 3, 4 de Montréal du 25 septembre 1975. Après toutes ces modifications, les compagnies aériennes se sont réunies à Kuala Lumpur en 1995 et elles ont décidé de codifier et de signer une nouvelle convention internationale applicable en transport aérien, d'où la convention de Montréal qui a été signée le 28 mai 1999, puis entrée en application le 4 novembre 2003. On l'appelle aussi Convention Varsovie 2. C'est une convention qui a innové avec le plafond concernant les marchandises. Là, on parle de la responsabilité du transporteur aérien est limitée à une somme équivalente à 19 DTS par kilogramme renouvelable par 4 ans. Pour les passagers, le plafond est fixé à 1000 DTS. Par DTS, il faut comprendre le droit de tirage spéciaux qui est un panier à monnaie créé par le FMI avec par ordre de grandeur le dollar américain, l'euro, le yen, la livre sterling et le yuan renminbi de la Chine. Ensuite, nous avons parlé des organismes internationaux. Parce que sans ces organismes-là, le transport aérien, ce n'est pas possible. Je pense avoir dit que le transport aérien a été rendu possible d'abord par l'OACI et l'IATA. C'est eux qui ont organisé. Mais ensuite, il y a eu les deux grands avionneurs qui sont Airbus et Boeing, bien sûr. Alors, l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou en anglais, International Civil Aviation Organization. Elle a été créée le 7 décembre 1944 à Chicago. C'est un organisme
public et qui est rattaché à l'ONU. On peut même dire que l'OACI fait partie des institutions spécialisées des Nations Unies qui s'occupent exclusivement de la sécurité de la navigation aérienne. Donc c'est l'OACI qui s'occupe des normes de construction d'avions, mais aussi des normes de construction d'aéroports. Si un État construit son aéroport, des experts de l'OACI viennent diagnostiquer l'aéroport pour voir si l'aéroport répond à toutes les normes de sécurité. Idem, les avionneurs comme Airbus, comme Boeing, comme Antonov, comme Bombardier, comme Bell Airbus, comme Fokker, quand ils terminent leurs appareils aussi, des experts de l'OACI viendront tester les avions pour voir si ces appareils répondent à toutes les normes de sécurité. Alors, maintenant, tous les aéroports du monde ont un code OACI de 4 lettres. Pour l'aéroport Blaise Diagne, je pense qu'on avait parlé de GOBD. Le G veut dire que cet aéroport se trouve en Afrique de l'Ouest ou du Nord. Le O, c'est la lettre de l'État du Sénégal. Et le BD, c'est juste Blaise Diagne pour désigner les initiales de l'aéroport. De l'autre côté, nous avons l'IATA, International Air Transport Association. Traduction impropre, Association internationale des compagnies aériennes. Créée le 19 avril 1945 à La Havane, Cuba. Si l'OACI est public, regroupant les États, par contre l'IATA est privé et concerne les principales compagnies aériennes. C'est l'IATA qui s'occupe de la fixation du prix, ce qu'on appelle le fret aérien, mais aussi du prix des billets d'avion. Entre autres documents, nous avons le TACT, The Air Cargo Tarif, et le TAP, The Air Passenger Tarif. Alors l'IATA, on l'a accusé d'agir comme un cartel, défendant uniquement les intérêts des grandes compagnies aériennes. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1978, aux États-Unis, on a assisté à ce qu'on appelait The Airline Deregulation Act. En français, la déréglementation du transport aérien. Vu que les États-Unis, sous le président Reagan, il a libéralisé l'économie, le transport faisant partie de l'économie, en libéralisant les transports, l'IATA ne pouvait plus contrôler le prix des billets. On a assisté à l'émergence de nouvelles types de compagnies aériennes qu'on a appelées les low cost et plus tard des compagnies qu'on a appelées les just cost. Ensuite, l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, du Sénégal, mais complétée par le traité de Dakar du 15 octobre 1974. Je peux dire que l'ASECNA joue pour l'Afrique le même rôle que joue l'OACI pour l'ONU. Donc c'est l'ASECNA qui s'occupe de la sécurité de la navigation aérienne dans 18 pays africains. D'accord? Alors, l'ASECNA, c'est des zones d'information. C'est plusieurs zones. On en a 6. La première zone d'information, sans doute la plus compliquée, c'est ce qu'on appelle Dakar Océan. C'est une zone qui s'étend au-dessus de l'océan Atlantique. Ensuite, la deuxième région d'information, c'est Dakar Terrestre, couvrant le Sénégal, Mali, Mauritanie. Troisième région d'information, Niamey. Quatrième région d'information, N'Djamena. Cinquième région d'information, Brazzaville. Et enfin, la sixième région d'information, c'est Antananarivo. Ces zones-là concernent une superficie de 16 100 000 km². Et on dénombre 74 aéroports nationaux et environ 27 aéroports internationaux où la sécurité de la navigation aérienne est contrôlée et gérée par l'ASECNA. Je vous remercie.